Eh bien, si c'était 6 jours, admettons, le lundi matin, elles ne revenaient pas au boulot, elles étaient mortes chez elles dans le froid. Et ça, il y a eu énormément de témoignages. On s'est rendu compte qu'elles n'allaient plus travailler, on est allé chez elles, on les a trouvées mortes. Parce que aujourd'hui, quand même, on mange un peu mieux qu'on ne mangeait pendant la guerre, et pendant toutes les guerres, c'est toujours pareil. On mange évidemment avec beaucoup de difficultés. Alors, vous comprenez bien qu'une fois qu'on a... Alors, l'affaire Corio, ben, ça s'est résolu. Aujourd'hui, les syndicats, et c'est entré dans la loi, ne peuvent pas interdire aux femmes de se syndiquer. Non, bon, depuis longtemps. Tu donnais des chiffres tout à l'heure, 25, 40, 50 dans votre secteur. Sur le plan national, tous syndicats confondus, et on le regarde avec les déclarations des syndicats, puisque et vous savez très bien qu'il n'y a pas de déclaration officielle, hein, mais on le regarde. Alors, on le regarde avec les déclarations des syndicats, on regarde avec la présence dans les congrès, dans les assemblées, hein, voilà, quand on fait ce travail-là, c'est maximum 30% de femmes dans tous les syndicats. Tous syndicats. Et dans les partis politiques, c'est pareil. Dans les mouvements politiques, c'est pareil. Ça, c'est Josette Tratte qui avait fait une enquête il y a quelques années, et c'était autour des 30%, entre 25 et 35%. Mais évidemment, dans des secteurs plus féminisés, on peut espérer qu'il y en ait plus, mais c'est toujours très compliqué, parce que, je vous ai dit, l'infériorisation, parce que la société patriarcale fait que les femmes à la maison, les hommes à l'extérieur. Ben pour le syndicat, quand il faut faire une réunion le soir, ben c'est toujours un peu plus compliqué. Qui c'est qui va s'occuper des enfants, voilà. Je me souviens d'un mémoire d'enseignante bretonne. Je me semble que c'était des bretonnes. 2 enseignantes bretonnes qui font une étude sur comment elles s'adressent aux enfants à l'école. Donc il y en a une qui fait le cours, féministe, qui fait attention, et l'autre qui filme. Puis après, elles inversent. Et puis elles regardent les films. Et bien la façon de s'adresser aux garçons et aux filles n'est évidemment pas la même. Et ça me rappelle ce que nous disait Elena Bellotti, la façon d'attendre un bébé garçon ou un bébé fille, et de lui donner le sein éventuellement, ou lui donner le biberon. Et bien c'est pas du tout pareil. En classe, quand un garçon lève le doigt, eh bien on lui donne plus facilement la parole que quand c'est une fille. Mais les filles lèvent aussi un peu moins le doigt. Alors ça, elles avaient évoqué ça. Et puis petit à petit, qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand même que dans l'éducation, les filles aujourd'hui ont plus de diplômes que les garçons. Alors ça, c'est flagrant. Ouais, sauf que quand elles arrivent après dans l'emploi ou à l'université, eh ben, elles vont choisir quoi? Elles vont choisir ce qu'on vit dans notre société, le souci des autres, le soin aux autres, l'éducation aux autres, voilà, et puis le ménage, parce que le ménage, ça fait partie intégrante de ce qu'une femme sait faire. Alors on ne va pas dire ménage, mais voilà, c'est quand même le ménage. Voilà, donc éducation, soins, l'accompagnement de tous les gens fragilisés, y compris dans les associations aux migrants. On a énormément de femmes, et puis évidemment dans tout ce qui est entretien divers et variés. À cette occasion, aujourd'hui, les grèves qui gagnent, ce sont les grèves des femmes les plus marginalisées,
les plus immigrés qui soient, les moins qualifiés qui soient, c'est quand même aussi dans les hôtels. C'est ce qu'on appelle le mouvement des femmes de chambre. C'est valable en France. Il y a eu 13 luttes depuis 2012. Sur les 13 luttes, les 13 ont gagné. C'est quand même extraordinaire. Des très grosses luttes. Moi, j'ai suivi celle qui était à Paris, parce que sur les 13, il y en avait, je crois, 12 à Paris, et il y en avait une à Marseille. Elles ont toutes gagné. Toutes gagné. La dernière, c'est quand même l'Ibis Batignolles. 22 mois de mobilisation, 8 mois de grève sans discontinuité. C'est énorme, énorme, hein, avec une solidarité absolument incroyable. Et elles, alors elles ont gagné beaucoup, mais il y a une chose qu'elles n'ont pas gagnée, que les autres ont gagné, c'est l'internalisation. C'est-à-dire que voilà comment on fait quand on veut avoir du fric dans les hôtels de prestige ou les hôtels économiques, c'est toujours la même chose. On a des salariés dans la boîte, bien sûr, mais alors que c'est le cœur de métier de l'hôtel, on va avoir une boîte de sous-traitance. Vous voyez ce que ça veut dire le mot sous-traitance? On sous-traite des individus. Alors on connaît ça aussi dans le secteur médico-social, social, santé, éducation, avec les cantines, la blanchisserie, le nettoyage aussi, bien sûr. Voilà. Donc le cœur de métier, c'est quand même la chambre, hein, puisqu'on accueille les gens dans une chambre, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit bien préparée. Ce sont les femmes de chambre qu'on a mis en sous-traitance. On les sous-traite. C'est-à-dire qu'on les vend à une entreprise à bas coût et on les sous-traite. C'est-à-dire on leur donne un sous-traitement, un sous-salaire. Hein, et on les exploite au maximum. Une demi-heure pour faire 4 chambres. Et le client veut que la chambre soit impeccable. Évidemment. Mais on peut penser aussi aux grèves, et là, qui n'ont pas été victorieuses, à la SNCF. Les personnels d'entretien de la SNCF. Où là, non seulement il faut nettoyer des WC qui sont dans des tout petits endroits et se tordre absolument pas d'une façon pas possible pour aller nettoyer en dessous, mais en plus de ça, une fois qu'on a fini les WC d'un train, il faut courir sur le quai pour aller sur l'autre WC parce que tout est chronométré et il faut absolument que le train puisse repartir, évidemment, le plus vite possible. Et ça, c'est valable pour les TGV comme pour les trains de banlieue. Hein. Sauf que les trains de banlieue, ils sont un peu moins nettoyés. Et puis les autres trains, en ce moment, interrégionaux, il y en a beaucoup moins, donc peut-être qu'il y a un tout petit peu plus de temps pour les nettoyer, mais j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, là, c'est Karen Messing, qui est une femme canadienne qui est venue faire son apprentissage d'ergonomie au CNAM à Paris, qui avait étudié des postes de travail. Hein, en ergonomie, on étudie les postes de travail. Et elle avait choisi d'étudier les postes des femmes, massivement des femmes, massivement immigrées, qui nettoyaient les trains. La différence entre les hôtels et le train, c'est que dans le train, ce sont des hommes qui dirigent les équipes de femmes. À l'hôtel, ce sont des gouvernantes. Il y a très peu d'hommes. Des gouvernantes. Et ce qu'on s'est aperçu dans la lutte des hôtels, des femmes des hôtels, c'est que les gouvernantes, elles ont le poids de la direction qui leur dit « faites travailler au maximum les filles », tout ça. Mais elles sont très très proches justement des femmes de chambre. Et l'intérêt de cela,
c'est que c'est les premières à se syndiquer. Et du coup, elles entraînent aussi, parce qu'elles sont très proches, elles entraînent aussi les femmes de chambre à se syndiquer et surtout à se mobiliser. Voilà. Quand elles se mobilisent, elles bloquent entièrement l'hôtel. À l'hôtel Ibis, c'était ça. Entièrement l'hôtel. Si vous n'avez pas une chambre propre, ben, le patron, il ne peut pas la faire payer. Il n'y a pas de clients. Elles ont trouvé vraiment le moyen efficace. Enfin, ça a duré quand même 8 mois leur grève, hein, et 22 mois la mobilisation. Ça a été long, hein, ça a été long, mais elles ont gagné. Sur femmes et syndicalisme, moi j'avais fait un tableau en me disant le syndicat, normalement, il doit répondre par ses luttes au capitalisme. Le féminisme, il doit, par ses luttes, répondre au patriarcat. Et puis, on a vu, surtout après 68, alors pas en 68, parce que les femmes étaient présentes, mais elles étaient invisibles, et toutes les femmes qui étaient les plus mobilisées, eh bien, c'est là qu'elles ont pris conscience qu'elles tapaient les tracts. On n'avait pas d'ordinateur, hein, c'était des machines, je vous le rappelle. Donc, quand on se trompait, ben, il fallait tout recommencer. Hein, et elles faisaient le café. Voilà. Ça a été une prise de conscience, parce qu'elles étaient dans la lutte comme les hommes. Et du coup, cette prise de conscience a émergé en 71, au moment où il y a eu le dépôt de la gerbe au mois d'août à la femme du soldat inconnu, qui est évidemment plus inconnu encore que le soldat. Voilà. Et c'est là qu'on dit que c'est la naissance du nouveau féminisme. Et à partir de là, il y a eu énormément de groupes femmes. Je vous ai dit, ça a été mon histoire, hein, groupe femmes. Moi, j'étais aussi au MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. J'étais mineure, donc j'ai pas pu faire d'avortement. Hein, on faisait attention quand même de ne pas mettre les gens en danger, donc j'ai pas fait d'avortement, mais j'ai accompagné les femmes très régulièrement. Les accueillais, je les accompagnais ensuite à Paris, puisque je vous ai dit que j'étais en banlieue, donc il fallait les accompagner à Paris, et c'était pas simple, il n'y avait pas les moyens de transport actuels. Voilà. Donc il y avait des groupes femmes, il y avait le MLAC, jusqu'à ce que la loi soit votée. Elle a été votée en novembre 1974, promulguée 17 janvier 1975. Mais il y avait aussi des groupes femmes dans les entreprises. Et ça a été très important. Parce que à partir du moment où dans les entreprises, les femmes ont commencé à se retrouver, elles ont commencé à parler de leurs conditions de travail, de leur salaire, de ce qui faisait qu'elles étaient peut-être différentes des hommes, parce qu'elles étaient moins bien traitées. Et ça a donné un souffle au syndicat. Et ça, c'est clair. Je vous rappelle que pour la CFDT, comment elle s'appelait? La Haute, j'ai oublié son prénom, Jacqueline, je sais plus. La Haute, en tout cas. Elle était vice-présidente du MLAC. Elle s'était engagée pour l'avortement et la contraception. Étonnant. Voilà. Mais ça fait un appel d'air vers les syndicats, c'est indéniable. Parce que pour les hommes, ça ne les concernait pas, avortement, contraception, ça c'est sûr que ça ne les concernait pas. À l'époque, ils disaient que ça ne les concernait pas. Mais quand on voit toutes les revendications qui ont commencé à sortir, et puis réussir, même si c'est pas complet, mais en 72, avoir vraiment la contraception, hein, parce que de 67 à 72, le droit à la contraception n'était pas encore complètement établi. 72, là, il est établi. 75, le droit à l'avortement, remboursé. Ça suspendait les lois
de 1920 et 1923 qui interdisait non seulement l'avortement, mais la contraception et toute publicité ou information là-dessus. Et 79, on a réussi à pérenniser cette loi, puisqu'elle était, c'est la première loi en France qui était avec une date de péremption. Première, il n'y en avait pas eu avant. Maintenant, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a les lois de bioéthique qui sont avec des dates de péremption. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc ça voulait dire qu'il fallait se remobiliser en 79 pour valider la loi. Et on était très très nombreuses. 82, le remboursement, enfin, de l'avortement. Donc, quand on voit qu'on gagne ça par des luttes, eh bien, ça fait aussi un brin de chemin dans la tête pour lutter dans l'entreprise. Parce que si on peut gagner sur ces terrains-là, par des moyens de lutte, eh bien, on peut aussi gagner dans l'entreprise. Et là, il y a j'ai oublié son nom, je n'arrive pas à retrouver son nom, une femme qui a écrit, elle était à Renault, c'est une ouvrière, hein, et elle raconte comment elle a fait pour mettre en grève l'atelier des femmes, comment elle se faisait traiter de tous les noms par les hommes, parce que ce n'étaient pas les hommes qui avaient déclaré la grève, mais c'était les femmes, et comment petit à petit les hommes les ont quand même rejoints. Donc, quand vous mettez sur votre affiche féminisme et syndicalisme, la lutte sociale émancipatrice, ce mot émancipateur, pour moi, il est très fort, parce que on voit que par la lutte des femmes, des hommes peuvent prendre conscience, alors qu'ils sont rétifs, alors qu'ils sont réticents, qui ne veulent pas, qui mettent même des bâtons dans les roues. Je vous ai dit, pour la syndicalisation, par exemple. Et un autre exemple, c'est les luttes des années 70, alors c'est plutôt 74, 78, avec des groupes femmes toujours qui étaient très présents dans les entreprises. Et je vais parler des centres de tri postal, où les femmes ont imposé que les sacs de tri postal ne pèsent pas plus de 25 kg. Parce qu'elles étaient embauchées ou pas dans les mêmes emplois que les hommes, avec des sacs qui pesaient quelque chose de 30, 40, 50 kilos, quoi. Comme vous voyez les sacs de plâtre, voilà, où c'est les messieurs qui portent, évidemment que 50 kilos, quand on en fait 50 soi-même, on ne peut pas. Hein. Eh bien, dans les centres de tri, et ça c'est les copains des tripostaux qui l'ont dit, qui l'ont écrit après, et la lutte des femmes a permis à tout le monde de n'avoir que des sacs de 25 kilos. Donc, quand il y a ce slogan que la lutte des femmes est une lutte pour toute l'humanité, oui, c'est vrai. Parce que déjà, c'est une lutte pour elles, émancipatrice. C'est une lutte pour leurs enfants, parce que les femmes restent encore très attachées aux enfants, et la société fait qu'elles restent attachées aux enfants. Mais c'est une lutte aussi qui peut permettre aux hommes de gagner, de réfléchir, et d'avoir vraiment une possibilité de les rejoindre. Donc, capitalisme et patriarcat, forcément, ça marche ensemble. Et moi, je suis une matheuse. Hein. J'aurais tendance à dire, si capitalisme et patriarcat fonctionnent ensemble, syndicalisme et féminisme devraient fonctionner ensemble. C'est mathématique. Voilà, bon, je ne vais pas peut-être en dire plus, peut-être qu'on peut échanger. Alors sinon, moi je suis dans le collectif Casserole, là j'ai vu qu'il y avait plein de casseroles qui étaient là. Il y a cet article sur la triple journée, parce que jusqu'à présent,
on a parlé de la double journée, travail domestique, travail professionnel. Et puis pour les femmes, tout ce qui est de l'ordre du domestique, évidemment, se retrouve dans le professionnel. Hein. Je vous ai dit éducation, soins, entretien, tout ça. Ok, voilà. Mais on n'a pas parlé de la charge émotionnelle il y a très peu de temps qu'on a parlé de la charge émotionnelle. On n'en parlait pas. Alors moi qui fais des études d'ergothérapie et donc avec un gros module d'ergonomie, nous on connaissait cette notion de charge émotionnelle, hein, mais on n'en parlait pas au niveau syndical, nulle part. Hein. Or, la charge émotionnelle, je vais donner, oui, j'avais dit que j'arrêtais, mais je vais donner comme 2 exemples. La charge émotionnelle à la maison, c'est qui c'est qui pense qu'il faut aller vacciner l'enfant, puisqu'on est en période, qu'il faut lui racheter des chaussures pour la rentrée des classes, qui c'est qui pense à ça? Ça, c'est la charge émotionnelle. Hein? C'est-à-dire que non seulement on peut faire et on peut partager entre les hommes et les femmes, on peut partager des activités, on peut faire, mais il faut penser. Et ça revient encore trop souvent aux femmes. Et dans l'emploi, alors là, c'est toutes les études sur le care qui nous le prouvent, c'est que s'occuper de personnes handicapées, de personnes âgées, de personnes migrantes, de personnes qui sont fragilisées par la vie, eh bien, c'est donner aussi de soi. Parce que c'est des rencontres émotionnelles et évidemment, moi j'ai travaillé au début de ma carrière avec des enfants myopathes qui mouraient. Ben, j'en ai vu je ne sais pas combien mourir. Hein. Ils étaient adolescents. Ce n'étaient pas les enfants, c'était les adolescents qui mouraient. J'en ai vu je ne sais pas combien mourir. Ben, ça m'a aidé à me conforter comme professionnel. Ça n'empêche qu'à ces moments-là, on était tous complètement anéantis. Hein. Et quand on va au domicile, parce que ça aussi c'est encore... Alors là, c'est le pire du travail. Hein. C'est quand on va au domicile pour s'occuper de personnes qui ont besoin d'être aidées. Et qu'on vit on voit des situations et on vit des situations extrêmement difficiles et qu'on n'est même pas payé pour ça, qu'on a un salaire à la fin du mois qui est de 900 € alors qu'on a travaillé en étant disponible pour son patron, qui est souvent une association. On a travaillé des fois 15 heures dans la journée, hein, avec les temps de transport pour aller d'une personne à l'autre. Qu'il faut être là à 6 heures du matin pour lever, ou 7 heures du matin pour lever un tel, faire sa toilette, l'habiller pour qu'il puisse partir ou travailler s'il le peut, ou chez le médecin, ou je ne sais pas quoi, un rendez-vous à l'hôpital, ou dans un ESAT, ou je ne sais pas où. Eh bien ça, c'est ce travail-là, émotionnellement, il est très difficile. Et les études du CARE l'ont extrêmement bien montré. Les aides-soignantes ne font pas des carrières complètes. Elles s'arrêtent dans les 50, 55 ans. C'est elles qui sont dans la santé. Alors moi, je connais plus la santé. C'est elles qui sont le plus au contact avec les malades. C'est elles, parce que l'infirmière y est, bien sûr, mais moins longtemps que les aides-soignantes. C'est elles qui manipulent le plus. Je vous ai dit en tonnes, on peut le calculer. Et elles ne tiennent pas jusqu'à la retraite. Ça veut dire qu'elles ont une retraite réduite. Alors, 25% en moins dans le salaire, et pour les femmes, tout secteur confondu, à la retraite, c'est 40% en moins. Il y a un petit schéma de Rachel Silvera
qui est très clair sur les salaires. Voilà. C'est un triangle, c'est tout simple, c'est un triangle. On a l'habitude de compter la différence de salaire dans le mois. Mais si on le compte sur la durée et sur toute la carrière professionnelle, bah, la différence de salaire qui est de, allez, on va dire 100 euros, multiplié par 12 mois, ça fait déjà 1200 euros de mois. Multiplié par 10 ans, ça fait 12 000 euros de mois, etc., etc. Et c'est ça la vraie différence de salaire. Ce n'est pas uniquement les 100 euros du mois. C'est les 100 euros sur l'ensemble de la carrière. C'est ça qui explique les 40% de moins au niveau de la retraite. C'est ça. Et dans des secteurs où normalement les salaires sont égaux entre les femmes et les hommes. Prends le secteur de la fonction publique, le secteur associatif de nos conventions. Eh bien, ça n'empêche qu'à la fin, il y a 40% de moins pour la retraite. Et je vais reprendre, par exemple, mon salaire. Moi, je n'ai pas eu un mauvais salaire par rapport à plein de gens. Je n'ai pas eu un mauvais salaire. J'avais un bac plus 5. Bon. Eh bien, je vis aujourd'hui avec quelqu'un qui n'a pas le bac, qui a fait une carrière dans le BTP, comme dessinateur-projeteur. Il a une retraite bien plus importante. Vous voyez? C'est qu'aussi on est dans des secteurs, non seulement on est moins bien payé, non seulement on s'infériorise et on ne réclame pas d'être plus payé, mais en plus de ça, on est dans des secteurs où de toute façon les salaires sont moindres que dans les secteurs concurrentiels. Alors je ne suis pas pour le secteur concurrentiel, parce que je suis syndicaliste et je pense qu'on devrait tous être avec des mêmes salaires, c'est-à-dire un même revenu, hein, si on ne veut pas parler de salariat, au moins un même revenu qui nous permette de vivre au regard de quelque chose qui est utile, hein, parce qu'il y a plein d'emplois qui sont inutiles, mais ça n'empêche que c'est 40% de moins pour les retraités. Et ça, c'est les grèves de 2013, les mobilisations de 2013 pour les retraites, c'est là qu'on a pris conscience de ça. Avant, on n'en parlait pas. Avant, on n'avait pas le chiffre. Ça, c'est Christiane Marty d'Attaque qui nous a fait tout un argumentaire sur les retraites. Et là, la modification du calcul des retraites ne va toujours pas améliorer la situation. 40% en moins, c'est énorme. Hein, énorme. Sur cet aspect-là des retraites, c'est important parce qu'on a mené une guerre un peu comme la guerre de 14-18, une guerre de tranchées pour empêcher que soit promulguée à la USARP la retraite par points, travail sans fin, qui effectivement générait une double peine à nouveau pour les femmes. Sur les métiers du care et notamment nos camarades, je pense à Babette, je pense à Nathalie, je pense à Sabrina qui sont dans l'aide à domicile, la sinistralité, les chiffres de la CARSAT, l'assurance maladie de Bretagne, la sinistralité est supérieure au bâtiment et à l'industrie, supérieure à l'agroalimentaire. Tu as tout à fait raison. Et, dans les EHPAD, c'est pareil. La sinistralité est supérieure. Et c'est important de se redire ce genre de choses. C'est-à-dire que la violence de l'exploitation ordinaire et la violence faite aux femmes, souvent sur la double peine, je pense que c'est sur les bains de salaison dans l'agroalimentaire, par exemple, je crois que c'est 8 tonnes à l'heure. Et une désosseuse, un désosseur dans un abattoir en trouble musculo-squelettique est bousillé en 5 ans dans les troubles musculo-squelettiques, dans les TMS. Ça, c'est... En fait, ce qui nous semble très important, c'est de dire que les faits sont têtus.
Effectivement, et moi je crois beaucoup à la charge des symboles, et tu rappelais, Hélène, qu'effectivement, l'action symbolique qui avait été faite à l'Arc de Triomphe, à la flamme du soldat inconnu, avec le MLF qui avait dit qu'est-ce qu'il y a plus inconnu que le soldat inconnu? Sa femme. Et nous, notre travail de syndicaliste, c'est de faire en sorte que les invisibiliser, comme par exemple le 7 décembre, les invisibiliser du Ségur de la santé, les exclus du champ du social et du médico-social, c'est de rendre ce qui existe essentiellement, c'est de le rendre visiblement. Ça, c'est un travail de fond, parce qu'effectivement, dans la relation d'aide, en fait, la vérité des prix, c'est que l'éducateur est une éducatrice. Et il convient de le redire ici même. Et c'est peut-être pour ça aussi que parce que nos professions sont féminisées, eh ben, la double peine, c'est qu'il n'y a pas l'égalité salariale, public-privé, les 183 € net mensuels pour toutes et tous. Par exemple, c'est important de se redire les choses pour ne pas considérer comme les choses comme étant immuables et n'étant pas de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire casser les représentations, c'est extrêmement important. Dans la situation, je crois que Fabrice s'excusait parce qu'il est parti, mais il a oublié de redire, je rappelle que la lutte émancipatrice des femmes s'est faite aussi contre l'emprise des pouvoirs, parce qu'effectivement, une loi temporaire qui était les lois de Lucien Neuwirth, qui n'étaient pas définitives, il a fallu toute une bagarre avec plusieurs étages de la fusée pour rendre et reléguer la loi de 1920 sur l'avortement et la pénalisation. Je rappelle que la propagande anticonceptionnelle à l'époque de maternité heureuse et du planning familial était interdite. On avait en Bretagne un taux de fréquentation dans les églises de Rennes qui était de 80-90%, et que la propagande anticonceptionnelle était proscrite. Donc il fallait héberger, c'est sur les rotatives et les Ronéos de l'Union départementale Force ouvrière, qui étaient hébergés les bulletins de la maternité heureuse, et ça c'est notre camarade Lydie Porret de Histoire et Mémoire du féminisme nous l'avait rappelé, qu'André Kahn s'était battu pour que dans l'assurance maladie, il y ait un remboursement de l'IVG, que ce soit pris en charge et reconnu. Notre ancien secrétaire d'UD, André Kahn, qui est décédé il n'y a pas très longtemps,